Bonjour et bienvenue dans cette édition 2019 de Medfel, une deuxième journée qui s'annonce prometteuse. On va attaquer ces débats avec les fruits du futur. Alors, vaste débat justement. Les pressions sociétales liées à l'utilisation des pesticides, les dérèglements climatiques s'invitent à la réflexion qui définira les fruits du futur pour les vergers et les consommateurs. C'est un débat qui s'annonce prometteur, avec plein de questions. Je ne sais pas si on apportera beaucoup de réponses. Donc, pour alimenter ce débat, nous accueillons François Laurens de l'INRA. Vous êtes co-animateur du GIS Fruits et du groupe Fruits, département biologie et amélioration des plantes. Jean-Marc Dergon, également de l'INRA. Vous, Avignon, je précise, François Laurens, c'est INRA Angers. Et vous êtes co-animateur du groupe Fruits du département biologie et amélioration des plantes à l'INRA également. Didier Crabos, qu'on ne présente plus, directeur de Cofruidoc et président de Pink Lady Europe. Et nous attendons un quatrième larron qui est dans l'avion parce que c'est moins fréquente, les volants du retard. Il s'agit de Tanguy de Bies, qui est directeur de stratégie chez Royal. Alors François Laurens, parlez-nous un peu de ce que vous faites au sein du GIS Fruits. Donc le GIS Fruits, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui regroupe 22 partenaires de la filière fruits, en partant des producteurs, des transformateurs, des représentants des coopératives, enfin toute la filière est représentée. Et donc l'objectif en fait du GIS, c'est de faire un lien entre la recherche appliquée et la profession, de manière à répondre à leurs principales problématiques. Donc on essaie d'aborder plein de sujets. Le GIS Fruits n'apporte pas d'argent. Hein. Il essaie de mettre en lien et d'aider à trouver cet argent pour développer les projets. Donc rapidement, je ne sais pas combien tu me donnes de temps, mais... Je te couperai. D'accord. Donc on a organisé les activités du GIS autour de 6 axes. Un axe qui est plutôt autour de l'économie ou de la compétitivité, et donc on a eu une action assez importante au travers d'un projet de recherche ANR dans laquelle la profession était impliquée, qui s'appelait Sustainable, autour de la compétitivité des entreprises vis-à-vis des problèmes phytosanitaires, notamment à l'export. Donc ça, c'est un sujet qui était symbolique de l'action du GIS, qui a vraiment regroupé notamment l'ANPP et puis la recherche. On a des actions aussi autour de la qualité des fruits, du post-récolte. On a pas mal d'actions en termes de résistance, de contrôle des bioagresseurs. Donc on a fait récemment quelques séminaires autour de différentes problématiques, notamment la punaise, qui pose de gros problèmes chez certaines espèces. On s'intéresse aussi beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, au changement climatique, mais ça peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc on essaie d'initier des réflexions pour le moment et des pistes. Pour ça, voilà, j'y reviendrai peut-être au cours du... En fait, ce qu'il faut retenir de l'action du GIS, c'est qu'il y a des chercheurs, il y a des producteurs, il y a de la recherche appliquée, et l'idée c'est que la recherche, appliquée ou pas, réponde aux besoins de la profession. Si on revient au sujet de la discussion, pour essayer d'avoir un fruit du futur le meilleur possible. Mais quand on parle de fruits du futur, on parle plus largement de l'avenir de la production arboricole. Parce que les fruits du futur, on ne va pas se polariser sur le produit. Il y a le verger d'abord. Demain, il faut qu'on conserve une profession qui puisse vivre de son métier. Et là, on en parlera plus précisément avec Didier Crabos. Pour en revenir donc au GIS Fruits, vous, François Laurens, vous êtes plutôt axé dans votre métier sur les fruits à pépins. Vous êtes généticien. On fera le lien ensuite avec les fruits à noyaux avec Jean-Marc Dergon. Sur les fruits à pépins, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut communiquer comme message sur le futur de la production. Les variétés de pommes, on en a, on sait ce que c'est. On ne sait pas vers quoi on ira demain, mais bon, on sait qu'il y a tout ce qui est
résistance aux maladies. Bon, ça, on a des programmes qui sont bien avancés. Si on se focalise sur le verger, qu'est-ce que vous travaillez dans le cadre du GIS Fruits? Alors, sur les itinéraires techniques. Voilà, c'est important d'intégrer la partie génétique là-dedans, les nouvelles variétés, parce que c'est un levier forcément indispensable pour le futur, mais le futur lointain, on y reviendra peut-être tout à l'heure si on aborde cet aspect-là. Et c'est important aussi d'intégrer, y compris en tant qu'améliorateur ou généticien, toutes les composantes du verger et toutes les composantes de la conservation. Donc c'est effectivement ce qu'on essaie de faire au sein du GIS. Là, par exemple, on a une action, on vient de finir une réflexion autour de la qualité des sols, par exemple. Alors l'inconvénient de la filière fruits, c'est qu'on a beaucoup moins de moyens que la vigne, par exemple. Donc c'est un inconvénient et un avantage, c'est-à-dire qu'on peut bénéficier des avancées qui sont faites sur d'autres espèces pérennes, notamment sur la vigne. Donc voilà, on a fait toute une réflexion là-dessus. On a une réflexion en cours sur les services rendus, qu'est-ce qu'apporte l'arboriculture. Voilà, donc il y a tous ces aspects, en plus de la variété, qui font. On a aussi des actions sur des approches systèmes, donc des approches intégrées pour prendre en compte pas seulement les traitements d'un côté, l'eau de l'autre, mais d'avoir quelque chose de plus intégré. Voilà, je ne sais pas si je résume bien. Oui. Sur la partie génétique, je pense qu'on pourrait y revenir tout à l'heure. Partie génétique, les fruits à noyaux, Jean-Marc Dergon, comment ça se passe aujourd'hui? Sur la partie génétique et les fruits à noyaux, la situation est sensiblement différente de celle que l'on peut avoir sur des fruits à pépins, dans la mesure où, quelles que soient les espèces, qu'il s'agisse d'abricots, de pêche ou de prunes, on a besoin, vu que ce sont des fruits à durée de vie courte, eh bien on a besoin de constituer des gammes variétales. Et ça, je dirais, c'est un travail aujourd'hui qui est particulièrement bien, je dirais, porté par les obtenteurs privés, qui amènent, qui approvisionnent le réseau des nouvelles variétés avec des flots annuels de variétés qui sont plutôt importants. On a plutôt à se poser la question, et donc par rapport à ça, eh bien, un positionnement comme l'INRA, il est quand même un petit peu plus prospectif. Il est de dire, il y a des enjeux tels ceux que tu évoquais tout à l'heure, quid des aspects, je dirais, adaptation climatique, quid des aspects qui sont liés à la sensibilité aux bioagresseurs. Est-ce qu'on est capable d'utiliser ces leviers-là pour faire en sorte demain d'avoir des vergers qui soient vraiment plus qu'éco-responsables, c'est où on puisse aller jusqu'à une réduction très faible des intrants et qui permettent d'avoir une régularité de production. C'est ça l'enjeu sur lequel on est en train de travailler, tout en maintenant une qualité. Alors après, on ne va pas oublier que chez les fruits à noyaux, du fait du grand nombre de variétés, se pose une question qui ne se pose peut-être pas chez les fruits à pépins, qui est de dire quels sont les types de variétés ou vers quoi est-ce que l'on s'oriente. En pêche, on avait une habitude d'une segmentation. On avait des pêches blanches, on avait des pêches jaunes. On a ajouté des nectarines blanches, des nectarines jaunes. Aujourd'hui, elles sont devenues plates ou elles peuvent être sanguines. Il y a une segmentation naturelle qui existait. Mais cette segmentation, quand on regarde avec l'évolution et la standardisation du produit qui est attendue, eh bien, on constate que cette segmentation, elle se perd aussi. Parce qu'aujourd'hui, un consommateur ne sait plus distinguer une pêche jaune d'une pêche blanche. Elles sont tellement rouges qu'on ne sait plus si elle est rouge ou blanche. C'est l'étiquette qui nous le dit. Alors, dans cette affaire, est-ce que c'est le consommateur qui est favorisé ou le producteur? On ne sait plus trop vers qui se tourner, bon, parce que... On peut former un vœu pieux qui est de savoir qu'on va chercher à maximiser la satisfaction du consommateur. Après, c'est aux acteurs qui sont impliqués de collectivement travailler au fait que ce puisse être quelque chose qui va servir de levier pour que les consommateurs aient envie de revenir vers le produit. On a quand même de bons exemples. On a de bons exemples et on en parlera. On a des bons exemples pour nous montrer que ça ne marche pas. Oui, mais il y a des exemples qui marchent. Alors, Didier Crabos, des exemples qui marchent, vous en connaissez, vous êtes président de Pink Lady. On ne va pas s'étendre sur le sujet, tout le monde connaît Pink Lady, mais ça vaut quand même le coup de rapidement faire une historique de cette variété, pourquoi elle en est arrivée là aujourd'hui. Et puis, il faut quand même préciser que si Pink Lady n'avait pas
émerger. Il y a beaucoup de producteurs qui auraient mis la clé sous la porte. Ça, il faut le dire aussi. Oui, enfin, tout d'abord, je tiens à dire une chose, je ne suis pas voyant ni grand visionnaire, parce que beaucoup se sont interrogés de ma présence à cette table ronde. Ah non, qui? On veut des noms. Non, pas autour de la table. Mais ils demandaient, donc je tiens à dire, voilà, j'ai regardé ce matin dans le mar de mon café, j'ai rien vu, et j'ai pas de labo secret, donc voilà. Donc je suis un acteur du quotidien, et Pink Lady, c'est aussi, c'était pas un projet visionnaire, c'était plutôt une utopie au départ, et faite de la nécessité de sortir de l'ornière d'une filière qui était en train de s'épuiser économiquement, et de pouvoir faire de la différenciation un vrai levier économique. Donc voilà, on a été actifs sur ce qui paraissait utopiste, monter un projet de filière, d'abord au niveau national, puis au niveau européen. On a développé un modèle de filière qui a porté ses fruits, qui a été une vraie approche d'ouverture, de co-construction. On a fait tomber un certain nombre de frontières, mais de façon, je dis, très pragmatique. Donc voilà, aujourd'hui c'est une valeur forte qu'on continue à regarder nous aussi comme un fruit du futur, mais on sait parce que il n'y a pas d'obsolescence programmée dans l'approche qu'il y a. On pense que les valeurs qui ont porté ce projet sont toujours des valeurs d'avenir. Voilà, donc et ça rejoint la remarque de François. Je pense que ce qui est important dans l'approche, dans les temps qu'on vit et qui sont très foisonnants, c'est surtout ces ouvertures, ces interrelations qui se créent face au challenge. Je crois que François partage quand même ce sentiment-là. Pink Lady, on en parlait au petit déjeuner ce matin. Moi, je suis fan de la... Voilà, peut-être pas de la variété. Enfin, si, j'aime la variété, mais fan de la démarche, quoi. Et je trouve que... Moi, ça m'a appris que, quand j'étais tout jeune chercheur... Et avec la génétique, je sais pas, on comprend que voilà, il y a toute une démarche de de développement commercial derrière. C'est essentiel, vraiment. Et puis, je suis pas le seul. C'est vraiment dans le monde entier un exemple pour tous. Non, et puis je rebondis sur la partie intégration. Vraiment, c'est effectivement, je pense, une plus-value qu'on a en France d'avoir une recherche dynamique. Qui doit s'ouvrir ou qui s'ouvre à vos besoins. Et voilà, un centre technique au milieu, une profession qui est dynamique, un centre technique au milieu qui a des ingénieurs de qualité. Enfin, vraiment, on a tout pour réussir. Donc, en fait, et bon, le GIS est là pour ça. Mais il y a d'autres instances aussi. Et c'est vraiment, pour aller vers les fruits du futur, et déjà être bien organisé, c'est déjà un bon plan. J'ai eu l'opportunité de participer au groupe Sustainable, et c'est vrai que longtemps on a déploré un petit peu, voilà, on avait une vision de recherche fondamentale, cloisonnée, la recherche appliquée avec le terrain, et donc et là on a retrouvé un lieu d'intégration, d'interconnexion rapide, et avec une capacité à démultiplier les avancées. Oui, non, vraiment, merci. C'est bien de le dire, ça veut dire que ça fonctionne un peu. On espère que ça va. Mais en fait, c'est à vous, la profession, de vous saisir de nos compétences. Hein. C'est vraiment comme ça. Je sais pas. Alors, sur la partie génétique, qui est quand même le levier certainement le plus prometteur, mais le plus long terme, c'est un petit peu plus difficile parce que faire une variété en abricot ou en pomme, c'est 20-25 ans. Donc les pépins qu'on a aujourd'hui, les croisements qu'on a fait cette semaine, ça donnera des variétés dans 25 ans en gros. Hein. Donc on est déjà sur le long terme. Donc il ne faut pas attendre. Ouais, 25 ans, c'est loin. Il faut quand même parler du court terme aussi. Ouais. Le futur, c'est le court terme. C'est demain, après-demain, c'est pas dans 25 ans. Alors justement, les fruits du futur, très bien, la génétique, elle travaille pour que demain on ait des variétés résistantes aux bioagresseurs, tout ce qu'on peut imaginer. Mais les itinéraires techniques, on a une pression quand même avec les phytos qui est forte aujourd'hui.
On ne va pas rappeler l'affaire du glyphosate, mais il n'y a pas que. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui sur les itinéraires techniques dans le cadre du GIS Fruits? Qu'est-ce que vous travaillez plus précisément en relation avec la profession? On a pas mal d'activités autour de ça. Alors, il n'y a pas que le GIS Fruits non plus dans la vie. Oui, d'accord. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de... On parlait du CTIFL, des stations régionales, sur ces aspects conduite, accompagnement. En fait, ce qu'on a compris depuis maintenant quelques années, et qu'on peut-être avait mal compris avant, c'est que on ne sort pas une nouvelle variété comme ça, on ne la met pas comme ça. En fait, il faut la conduire, il faut la connaître. Enfin, Pink Lady, au départ, c'était pas facile. Donc, au niveau conservation, au niveau suivi, etc. Donc, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toute cette chaîne recherche appliquée, profession, qui fait que une nouvelle variété va ou ne pas se développer. C'est au niveau agronomique, au niveau économique, au niveau conservation, tout ça. Avec la particularité par rapport à la pêche, c'est que une variété pomme, c'est un produit. Donc, et donc, il y a il y a un challenge technique, mais qui se dédouble tout de suite par un challenge commercial et qui là demande une approche stratégique ou pas. Certains, on a longtemps considéré que c'était l'offre qui allait faire la demande, et on voit aujourd'hui les limites face au foisonnement. Donc c'est vrai qu'on a un challenge sur les fruits à pépins, c'est de transformer les innovations en nouveaux produits. Il y a peut-être un élément complémentaire qu'on peut apporter comme levier. Je veux dire, c'est tout le poids de la partie éco-phyto dans sa vision défi, dans sa vision ferme, qui a permis à un moment donné de chercher par espèce, par groupe d'espèces, des leviers, de valider des leviers. Et quand on regarde aujourd'hui les résultats issus des premiers travaux qui ont été réalisés et qui aujourd'hui se sont traduits par des nouveaux projets mis en place, on voit bien qu'il y a des leviers que l'on avait sous-estimés et qui sont particulièrement intéressants pour permettre, je dirais, d'optimiser les itinéraires et aller vers un verger plus responsable, des fruits plus sains, et avec des régularités de production qui sont meilleures. Donc ces leviers, ils sont quand même là. Maintenant, il y a un passage qu'il faut qu'on arrive à faire, qui est comment, à l'intérieur de l'itinéraire technique, on introduit la dimension variétale. Et quand on aura réalisé, ça c'est l'enjeu, vraiment. Si on associe à l'itinéraire technique la variété, eh bien là, effectivement, on aura des systèmes qui seront beaucoup plus résilients. Didier Carbos, au sein de Cofridoc, ces leviers, vous les actionnez. Itinéraire technique, comment ça fonctionne On a de très longue date intégré un service technique au sein de la coopérative, mais ces dernières années, on a senti aussi le besoin d'élargir les références. Aujourd'hui, donc notre service technique a été élargi avec une relation qui s'est structurée, par exemple avec le GRCTA Basse-Durance, qui s'est enrichi des contacts qu'on peut avoir avec le CTIFL ou l'INRA. On a mis en place un premier forum technique, parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'est plus dans un pas de temps où où les challenges sont par l'aspect de la pression parasitaire, les problèmes phytosanitaires, les interdits, la nécessité de trouver les changements sociétaux. On a des nécessités de trouver des réponses à une vitesse accélérée. Donc, on doit remplacer par la démultiplication des sources d'information, des observations, et ce lien à la fois avec des techniciens de terrain, des producteurs et des chercheurs, la construction de solutions nouvelles qui permettent de passer des paliers de performance. Donc aujourd'hui, l'approche, elle est là, c'est une approche d'ouverture. C'est cette approche d'ouverture qu'on a vue au tout début aussi dans Pink Lady, parce que quand on a commencé à planter, on n'avait aucun recul, personne n'avait vu un arbre adulte, et dès le départ, on a créé, c'était le groupe technique, un forum technique où les gens venaient apporter, il n'y avait pas d'accord, il n'y avait pas ni convention ni protocole, mais on se retrouvait pour apporter les fruits des observations de l'année. C'est comme ça qu'on a accéléré beaucoup
la connaissance, et c'est cette approche-là qu'on souhaite développer. Ouais, est-ce qu'on peut dire que les variétés club, ils s'en développent beaucoup en ce moment, permettent justement de mieux cerner les itinéraires techniques, de mieux cadrer au verger la production? Est-ce qu'on peut dire ça? Après, c'est devenu un terme variété club, mais c'est moins des clubs que des filières qui se structurent. Et oui, ça fait partie. Ça fait partie. Ça fait partie. Les éléments, la partie technique est un volet très important, et la nécessité d'échanger en fait partie, oui. Monsieur De Bies vient d'arriver, son avion a enfin atterri. Je vous invite à prendre place. Alors, Monsieur De Bies, vous êtes directeur stratégie chez Royal. Bonjour. Oui, bonjour, c'est exact. Bon, vous prenez le débat en cours de route, mais Pas de problème, il on n'y va a pas de essayer. problème. Je m'excuse pour le retard. On parlera avec vous plus précisément de fruits à noyaux et peut-être d'hybrides interspécifiques. On y viendra dans un petit moment. Là, on était en train de parler de variété club. On se demandait, enfin, je me demandais si une variété club, c'est générique, était mieux gérée dans son itinéraire technique à la production qu'une variété lambda. En général, nous dans notre expérience, il y a des fois plus d'échanges dans les variétés clubs entre les différents producteurs, donc ça nous aide à que les erreurs ne se répètent pas entre un agriculteur ou un autre. Avant de présenter-nous un peu ce que vous faites quand même chez Royal, puisque tout le monde s'est présenté. D'accord, donc Royal, producteur, hybrideur, producteur de fruits à noyaux en Espagne, dans la région précoce, dans le sud, aussi bien sur de la pêche nectarine, mais sur aussi des interspécifiques type prune, type pluotte et métis, et également producteur de fruits rouges, notamment au Maroc, sur de la myrtille et de la framboise. D'accord. François, tu voulais dire quelque chose par rapport aux variétés club Non, je voulais dire plein de choses, mais l'exemple de Pink Lady montre que, c'est un exemple, c'est le premier exemple de variété club qui a bien fonctionné. Il y a, je sais plus d'une cinquantaine, une soixantaine de démarches club maintenant rien que sur la pomme, je crois. Donc on voit aussi les limites du système. Donc à mon avis, c'est pas la solution idéale. Là, c'était une bonne solution parce que ça a été bien mené. C'est pas, ça vient pas comme ça. Là, on est en train de développer une nouvelle variété alors, il va peut-être y avoir des problèmes pour le moment qui fonctionne plutôt bien sans choisir la démarche club. Bon, alors je ne sais pas aujourd'hui s'il y a une solution magique. Je pense que c'est aussi en fonction du produit et en fonction de la démarche autour. Oui. Jean-Marc? Oui, par rapport à ça, c'est vrai que si on essaye de faire la transposition sur les fruits à noyaux, eh bien, on a peu de démarches qui aient été orientées club, qui aient fait la preuve, hormis peut-être sur des produits effectivement de niche, parfaitement identifiés. Par contre, moi je trouve qu'il y a quand même un exemple particulièrement intéressant derrière une démarche club. C'est que la démarche club, par rapport à ce que nous évoquions tout à l'heure, où on regardait quels étaient l'impact des faits de la génétique, des faits d'itinéraire technique, eh bien, en ayant une démarche club, on apporte quelque chose d'autre qui est vraiment une approche multi-acteurs et où on essaye, par la gestion de ces multi-acteurs, de générer de la valeur. Et je pense que ça met en évidence ce qui est peut-être demain l'enjeu, quelles que soient les filières, de dire si on veut créer de la valeur, c'est certainement là qu'on la créera. Et c'est donc en ayant un regard commun sur ce que l'on veut de l'arboriculture, sur nos fruits du futur, que l'on organisera des filières pour qu'elles soient efficaces. C'est cette fameuse conscience collective dont on parlait Oui. tout à l'heure. Mais oui, parce que les variétés club, bon, très bien, il y a la finalité commerciale, mais aujourd'hui, c'est là qu'on se parle, que les producteurs se parlent, que les commerciaux se parlent, que les obtenteurs se parlent, et je crois que c'est quand même fondamental. Après, c'est quelque chose de peut-être important de variété club au niveau du fruit à noyaux. Nous, on a vu qu'au départ, on n'était pas forcément dans les interspécifiques, dans une approche club, notamment avec les plus hautes. Et on a vu que c'était là où on a eu un gros problème, c'était notamment de segmenter le marché avec un nouveau fruit
où il a fallu, on avait donc nos interspécifiques prunes qu'il fallait segmenter par rapport à la prune classique. Et c'était quelque chose qui, quand on était acteur tout seul, on a eu un peu du mal au début. Et maintenant, d'avoir plus une approche club, on voit que on se fait plus écho les uns les autres par rapport aux différents acteurs de la filière. Et donc, on a un bruit qui est mieux entendu. C'est quelque chose que l'on retrouve exactement avec, toutes choses étant égales par ailleurs, sur la filière prune japonaise actuellement, où on est à l'intérieur de démarches qui sont intégrées de même type. Didier? Oui. Et au-delà de la technique, il y a une attente sociétale qui va sur d'autres aspects. Bon, aujourd'hui, club, souvent on associe une notion de marque, mais à un moment donné, on pensait que le marque, c'était un nom plus joli, plus marchand que le nom de l'obtenteur. Aujourd'hui, les attentes sont toutes autres. C'est derrière quelle valeur apporte cette variété. Il y a des valeurs de satisfaction, de plaisir, mais qui doivent être protégées par un cahier des charges. Derrière se posent des questions. Aujourd'hui, la société interroge sur le comment, sur pour qui est derrière tout ça, par qui, quel est le retour vers la production. Et donc, le produit est une composante essentielle, la maîtrise technique en est une. Ensuite, c'est tous ces engagements qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, ce qu'on ressent, l'intérêt d'être porté par ce souffle, par exemple au niveau de Pink Lady, notre communication produit a évolué vers une communication beaucoup plus sur le contenu de cette filière qu'on a voulu dès le départ, responsable, équitable, dans une logique de progrès. Et aujourd'hui, dans le foisonnement qu'il y a, les attentes sociétales, elles sont, il y a des prérequis sur la qualité du produit, le plaisir pour y revenir. Mais si on n'est pas capable de répondre positivement à ces enjeux-là, les aspects club n'auront pas une capacité suffisante. On le voit bien, votre présence au Salon de l'Agriculture, qui est quand même une manifestation grand public, vous y êtes depuis 3-4 ans, hein. Ça ne désemplit pas. Le stand Pink Lady, ça ne désemplit pas. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose derrière. Mais il y a le stand Pink Lady, à côté il y a un stand verger éco-responsable, il y a le challenge qui nous concerne tous, c'est celui de rapprocher la société de la compréhension de l'agriculture, d'aller au-delà, d'essayer de surfer sur les tendances médiatiques. Donc c'est un gros travail pédagogique à faire. C'est important à la fois pour retrouver le vrai sens des choses auprès des consommateurs, et également pour les producteurs de retrouver, au-delà de la valeur du produit, aussi une fierté, une reconnaissance sociétale aujourd'hui qui est mise à mal. Et le vrai problème qu'il y a aujourd'hui, c'est de trouver ou de régénérer des hommes qui embrassent ce métier qui est passionnant, mais qui aujourd'hui qui a deux risques. Il y a un risque économique qui est loin d'être évident et un risque, la question sur le fruit du futur. Beaucoup de producteurs se posent la question, est-ce que demain, compte tenu aujourd'hui des niveaux, des exigences, des attentes sociétales, des raccourcis qui sont pris, est-ce qu'on sera en situation, nous, là où on est, de produire demain? Est-ce que j'engage mes filles là-dedans? Bon, on peut être porté par une démarche club, mais on sait que ça suffira pas. C'est l'avenir. La notion de futur, elle est à différents niveaux. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a le futur pour l'arboriculteur qui est demain. Il y a le futur pour la recherche à quelques années. Et puis il y a le futur pour les nouvelles variétés à 15-20 ans. Donc c'est important. Enfin, pour avoir un fruit du futur dans 20 ans, il faut qu'on puisse continuer à avoir des arboriculteurs dans demain et après-demain. Et je pense que arriver à intégrer ça, c'est super important, quoi. Et au final, des consommateurs au bout, quand même. Et bien sûr, oui, bien sûr. Il faut savoir que les cycles sont très très longs. Nous, par exemple, dans notre cas particulier, les interspécifiques de prunes, on les a rentrés fin des années 80. Et ça donne aujourd'hui, là. Ouais, et en ce moment, maintenant, ça commence à prendre avec le club, avec Métis et le club Métis et les plus hautes, et ça commence à en prendre, mais on est encore loin d'être connu par tous les acteurs du marché, donc il y a encore du long travail. Donc c'est vraiment des cycles très très longs. Quand on parle de fruits du futur, après il y a des fruits qui vont plus vite, type les myrtilles.
qui sont en développement beaucoup plus récent. Mais dans tout ce qui est arboriculture, c'est vraiment des très très longs. Je pense que c'est pour ça que, enfin, souvent on critique la recherche. Hein. C'est trop long, Non, ça non. répond pas aux problèmes, on en est conscient. Il faut aussi comprendre que voilà, quand on crée par exemple des nouvelles variétés, 20, 30 ans après, on aura peut-être les résultats. Moi, mon prédécesseur qui a lancé toute la démarche, Yves Lespinasse, toute la démarche autour des variétés résistantes, il n'arrêtait pas de répéter cette histoire. Quand il a commencé ce programme, il est allé voir les arboriculteurs, il a dit qu'est-ce qui vous intéresserait? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir des variétés moins traitées? À l'époque, ce n'était pas du tout le problème du moment. Il a insisté et puis grâce à sa persévérance, on arrive aujourd'hui à avoir des variétés qui commencent à Il y en a qui sont produire. déjà sur le marché, de toute façon. Voilà, et donc dans ce que je veux dire, c'est le pas de temps qui est forcément différent. C'est pas parce que la recherche ne s'intéresse pas aux problèmes du moment, c'est parce qu'il faut techniquement il y a un laps de temps important. Jean-Marc? Simplement, peut-être pour compléter ce que vient de dire François, c'est-à-dire que la recherche, dans un premier temps, elle s'est focalisée sur des points qui étaient importants pour la profession. C'était la tavelure pour la pop, c'était la charca pour les espèces, pour les fruits à noyaux. Mais aujourd'hui, après ces approches un peu ciblées, eh bien, on a à définir dans quelle direction il faut qu'on aille ensemble. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on embarque si on a envie vraiment de diminuer nos phytos? Et là, eh bien, on peut le faire, la recherche peut le faire seule, mais je pense qu'elle le fera bien que si, avec les producteurs, on est capable de voir à quel endroit ça coince, c'est-à-dire si on diminue les phytos, qu'est-ce qu'on va voir réapparaître. Et donc il faut être capable d'identifier ce que sera demain l'émergence, la réémergence d'agents pathogènes pour cibler les variétés, se donner des méthodes qui vont nous permettre d'aller rechercher celles qui seront effectivement, qui permettront de cultiver un verger en réduisant nos phytos. Et là, on sera dans l'air du temps. Et si on ajoute de l'adaptation et de la qualité, eh bien là, on ramènera le consommateur sur le produit, comme ça a pu être fait dans les démarches club comme Pink Lady. Et en plus de ça, juste pour rajouter, la tendance aussi, c'est d'arriver, grâce à des interspécifiques, à produire des nouveaux fruits à des niveaux d'antioxydants qui sont plus élevés, donc des fruits qui sont meilleurs pour la santé. Et donc, Justement, on a eu un débat hier sur les superfruits. La myrtille était justement inscrite. Les superfruits, fruits du futur. Là, on est sur le fruit du futur. Moi, j'insiste bien sur cette notion de conscience collective. C'est un truc qui me trotte dans la tête. Bon, on vient de voir que les variétés qui sont intégrées dans des notions de club permettent justement à tout le monde de se parler. Il y a l'avenir de la profession arboricole qui est en jeu. Didier, vous le disiez tout à l'heure, il faut motiver les jeunes à embrasser ce métier qui est pas facile, qui est passionnant malgré tout, mais qui est pas facile. Oui, je pense qu'il faut surtout pas tout focaliser sur les démarches club. C'est des démarches emblématiques, c'est des démarches d'ouverture qui aident à rencontrer, qui créent des liens, qui aident à pousser, qui ont permis à la production d'avoir vraiment conscience qu'elle pouvait être actrice de son destin. Et c'est une des chances de notre filière fruits et légumes, parce qu'elle est vraiment ancrée sur le terrain. Mais très vite, on peut être acteur jusqu'au stade commercial. Actuellement, il y a une phase qui est favorable. Il y a eu tout le débat Egalim. Alors, ce n'est pas ce qui est sorti sur la contractualisation en soi, mais c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'illustrer ce besoin d'intégrer toutes les composantes et en premier lieu la valorisation pour le producteur, d'avoir une vision d'écosystème sur le plan de la filière, de la même façon qu'on est en train d'avoir aussi une approche d'écosystème au niveau de la production. Donc actuellement, on est dans une phase, je trouve, qui est passionnante. Je veux dire, motiver des jeunes. J'étais au salon de l'agriculture. En sortant du stand Pink Lady, je suis allé voir le stand où il y avait des startups, il y avait plein d'innovations, mais il y avait des innovations technologiques, des innovations dans les modèles économiques, et plein d'initiatives, mais toutes elles étaient à dimension humaine. Ce n'était pas une multinationale, ainsi de suite. Et je me disais, si je sortais de l'agro aujourd'hui, eh ben, je pense que je me dirais c'est vers ce secteur-là que j'ai envie d'aller, parce que
il y a plein de choses à faire, comme dans beaucoup de secteurs, si ce n'est que là, on est dans un vrai ancrage dans la réalité et cette apportée humaine sur tous les plans. Oui, il y a de l'humain derrière tout ça. À côté de ça, on s'aperçoit que, et c'est une réflexion qu'on a au niveau du GIS aussi, qu'il y a un manque aujourd'hui dans la formation en agronomie en général et en horticulture en particulier, sur les fruits en particulier. Donc on a lancé un cri d'alerte là, récemment sur la formation en hautes études sur l'horticulture, parce qu'il y a un vrai manque de profs, un manque de moyens, etc. Donc enfin, s'il y a un message à passer, on peut le passer aussi, parce qu'il y a des actions qui fonctionnent très bien, mais il faut quand même du monde pour les développer. Donc c'est un sujet, ça. Jean-Marc? Non, simplement, moi, il y a des choses qui me semblent importantes. On raisonne fruits du futur. Bon, tu nous as dit, attention, il y a un écosystème. Je pense que dans l'écosystème est un système, et par définition, quelque chose de vivant. Et dans cet aspect vivant, il faut que les exploitants, il faut que les agriculteurs soient capables de vivre de leur activité. Et donc, la soutenabilité du système, elle passe par là. Et donc, pour moi, je pense qu'il y a effectivement une responsabilité individuelle des agriculteurs quand ils s'engagent, mais il y a aussi une responsabilité collective à travailler, en même temps que, on voit bien que dans cet écosystème, il faut qu'il y ait un travail de co-construction sur le devenir de ces filières pour prioriser les actions. Et cet écosystème, ça doit être une ambition partagée aussi à faire valoir. Très bien. Un dernier mot. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais passer la parole à la salle s'il y a des questions avant de revenir au débat. Y a-t-il des questions? Non. François, tu voulais dire quelque chose? J'ai l'impression d'avoir été aussi clair. Non, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Jean-Marc, c'est effectivement on parlait de lien entre la recherche et la profession. C'est une démarche actuellement très en vogue sur ce de bottom-up, c'est-à-dire c'est exactement ce que tu disais. Et la recherche maintenant est très partie prenante de ces démarches. On part de l'expérience de l'arboriculteur en l'occurrence, et on essaie de s'approprier des questions de recherche pour répondre à ces questions-là. C'est vraiment aujourd'hui, c'est une façon de travailler, quoi. Ouais, le ressenti qu'on a eu pendant des années, c'est que la production était un lieu d'observation pour la recherche. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression, on est en train d'arriver à une phase où la recherche est en train de travailler avec la production. Et la composante qu'on a intégrée, c'est l'aspect sociétal. Ça, exactement. C'est le challenge qu'on a à relever ensemble. Et on voit que la recherche est gênée pour prendre parole ou objectiver la pensée sur les questions sociétales où les raccourcis, c'est que le bio, c'est le zéro résidu, ainsi de suite. Mais pour venir rassurer la société, on a besoin que la recherche soit à nos côtés, vis-à-vis de la société et vis-à-vis du politique. Et là, on a besoin de votre crédibilité pour nous aider, là aussi, pour le futur de notre production. Messieurs, il y a un message fort, là, la recherche. Non, mais je suis entièrement d'accord. Sachez utiliser la recherche, c'est un peu mon message. Et on sera ouvert, on est ouvert à tout. Oui, je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver les meilleurs des chemins d'impact pour faire en sorte qu'un produit de la recherche soit immédiatement utilisable, quoi. Je pense que c'est cette notion d'impact qu'il faut que l'on ait systématiquement. Tanguy, vous avez une... Non, nous on collabore avec la recherche depuis pas mal d'années, et c'est vrai que c'est cette collaboration très étroite qui fait le résultat de plusieurs projets qu'on a eu ensemble. Et c'est vraiment important. Si la recherche est d'un côté et la production est de l'autre, ça ne marche pas. Ça, c'est sûr qu'il faut... Bon, merci messieurs. Ce débat touche à sa fin. On aurait pu le faire durer 1 heure de plus, mais bon. Il y a les prévisions de récolte, pêche nectarine, par Super Eric. Il paraît qu'il y en a. Et paraît qu'il y en a. Donc je vous remercie et passez un bon salon. Merci.